Donc je suis très contente d'avoir pu organiser cet événement et j'espère donc que vous pourrez avoir toutes les réponses que vous attendez. Donc en fait, nous nous retrouvons ce soir, mais il y a 3 semaines, en fait, nous ne savions pas du tout que nous allions nous retrouver. Donc cette rencontre s'est vraiment décidée en une journée, il y a à peine 15 jours. En fait, j'avais contacté le docteur Solé parce que je voulais savoir où il en était de son étude SCOMA et Covid. Et donc il m'a indiqué que son étude allait être prochainement publiée, puis il m'a proposé de faire un retour auprès des personnes concernées par les myasthénies. Et donc en fait, le 20 janvier dernier, en une journée, nous avons décidé de cette réunion. Donc c'est là qu'on peut voir que les difficultés actuelles permettent quand même des opportunités, c'est-à-dire que là, vous êtes à peu près 615 à vous être inscrits, 300 personnes ont posé des questions. Donc on peut dire que c'est un sujet déjà qui intéresse du monde, mais on n'aurait jamais pu préparer une réunion en si peu de temps si jamais nous avions dû nous retrouver en présentiel. Alors pour répondre aux questions, ça va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, donc le docteur Solé va présenter la maladie Covid et les résultats de son étude, puis on fera une pause avec les questions-réponses. Ces questions-réponses, elles seront posées par le chat. Elena Éléonore et Evelyne Sapineau, qui sont des salariés de l'AFM et qui sont à l'AFM en ce moment, elles sont chargées un petit peu de les compiler. Elles nous ont gentiment proposé de nous aider. Donc, elles font partie du service d'appui aux délégations et des groupes d'intérêt. Pour répondre aux questions, nous aurons aussi le docteur Sandrine Segovia-Cueni, qui est notre directrice des actions médicales à l'AFM. Et puis, donc dans un deuxième temps, vous aurez la présentation du docteur Solé sur la vaccination, les vaccins. Donc, il y a beaucoup de questions. Et puis, il y aura à nouveau un jeu de questions-réponses, toujours dans les mêmes conditions. Et puis après, nous avons pensé qu'au vu des questions qui étaient posées, il pouvait être intéressant aussi qu'il y ait la présence de Christophe Duguay, qui est notre directeur à l'AFM des actions publiques. Il pourra peut-être répondre à certaines questions qui peuvent concerner un petit peu l'environnement, on va dire, de la vaccination, etc. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole au docteur Sandrine Segovia-Cueni, qui ensuite, et puis ensuite le docteur Solé pourra prendre la parole et faire sa présentation. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis avec le docteur Hadi Hamouda, qui est médecin conseil et qui est le référent que vous connaissez bien, qui est neurologue. Donc nous sommes là pour vous aider dans cette période qui est une période qui est effectivement difficile, quand même, qui est très difficile, cette pandémie. Donc, lorsqu'il y a des questions, nous y répondons et nous travaillons vraiment en lien avec Philnomus et avec les groupes d'intérêt, tout particulièrement le groupe d'intérêt myasthénie et surtout en dehors de la pandémie. Donc, je voulais vraiment remercier Annie et puis tous les membres du groupe d'intérêt de nous avoir invités. Donc, pour les questions, Guilhem répondra et nous sommes aussi à votre écoute avec Adi pour vous répondre sur toutes les questions médicales. Et vous savez qu'il y a aussi les kinés, psychologues, ergo, notamment dans la direction, qui sont à votre disposition pour vous aider lorsque vous avez des questions. Je passe la parole maintenant à Guilhem. Merci à tous. Elle a disparu, la présentation. Et le docteur Guilhem Solé a disparu aussi. Bon. Ouais. Bon. En attendant, on va pouvoir répondre à des questions le temps que Guilhem revienne. Alors à ce moment-là, peut-être que si Christophe est présent, peut-être qu'on peut poser des questions qui concernent Christophe. Tu veux parler, Christophe? Alors, je suis un peu pris au dépourvu des questions qui peuvent être posées, donc peut-être, puisque c'était plutôt pour répondre à des questions autour de l'organisation opérationnelle de la vaccination. Donc, la logique était de commencer par toutes les présentations, bien entendu,
du docteur Solé sur l'intérêt hein, de la vaccination. Hein. Et comment, oui, nous l'avons perdu. Mais alors, voilà, le temps de le retrouver. Donc, est-ce qu'il y avait déjà dans les questions posées initialement, c'est pour ça, des questions Oui. Alors, il y avait des questions par rapport à la notion de patient remarquable, en fait. Certaines personnes nous ont demandé si la notion de patient remarquable s'appliquait dans le cas de la maladie Covid et de la vaccination. Et puis, il y avait la notion aussi de patient prioritaire. Voilà. Déjà... Alors, la vaccination, hein, bon, vous entendez beaucoup de choses sur la façon dont la vaccination s'organise et surtout, et on reviendra sûrement après hein, dessus tout à l'heure, sur le fait que le nombre de doses disponibles n'arrivera que progressivement sur plusieurs mois avant de pouvoir réussir à en avoir suffisamment pour vacciner l'ensemble de la population française. C'est plusieurs mois, c'est au moins jusque la fin de l'été, et donc c'est les raisons pour lesquelles, sur la base de différentes propositions de la Haute Autorité de Santé, du comité scientifique, ont été retenus des scénarios de priorisation des personnes, puisque tout le monde ne peut pas par nature être vacciné au même moment. Ces scénarios de priorisation ont été faits au vu des doses disponibles prévisionnelles, hein, et quand je dis prévisionnelles, c'est-à-dire que ça a été fait, et c'est fait, ce planning hein, de prévision pour des vaccins pour lesquels les dossiers d'enregistrement, les dossiers d'autorisation ne sont pas encore connus. Donc on peut avoir effectivement par rapport à ces prévisions des décalages hein, qui peuvent être des décalages importants dans le temps, dans un sens ou dans un autre, puisque certaines de ces prévisions, on voit déjà, ne se réalisent pas, c'est-à-dire que certains vaccins mettent plus de temps avant d'être livrés que ce qu'on envisageait, mais aussi d'autres vont venir ou peuvent venir plus rapidement. Donc, c'est ce qui a amené à ce qu'il y ait plusieurs phases de vaccination d'identifier et dont la réalisation peut se décaler dans le temps. Et donc, avec une première phase, dit phase 1, dans laquelle on est aujourd'hui, hein, et donc qui est une phase dans laquelle sont vaccinés non seulement des publics qui sont des publics importants pour continuer à faire fonctionner le système de santé, hein, et notamment des professionnels de santé, mais aussi des malades ou des personnes considérées comme ultra prioritaires. Voilà. Donc, peut-être avant de continuer, je vois que là, d'un point de vue technique, j'ai l'impression qu'on a retrouvé Guillaume Solé. Voilà, donc peut-être qu'on va réessayer, Annie, de rebasculer sur la présentation. Oui. Et puis je pourrais recontinuer après pour dire effectivement ce que sont ces malades ultra prioritaires et comment effectivement tous les malades neuromusculaires et atteints de myasthénie sont concernés par cette notion de priorité. Voilà, très bien. Ben, écoute, on peut passer la parole en fait au docteur Solé. Toutes mes excuses pour un petit peu et merci beaucoup d'avoir pris le relais. Voilà, je passe la parole au docteur Solé. C'est bon, cette fois-ci, vous m'entendez? Très bien. Voilà, pardon, je suis vraiment désolé. Heureusement, on avait prévu une solution de secours avec un deuxième ordinateur, puisque Teams a fait planter mon ordinateur juste au moment où je lançais la présentation. Donc, vous voyez qu'on essuie les plâtres et qu'il faut nous pardonner ces petites difficultés techniques. Donc, je suis très content de pouvoir présenter tout cela ce soir pour pouvoir répondre surtout à vos questions. Puisque manifestement, il y a quand même un grand désir d'information autour du Covid et de la vaccination. Et je voulais remercier toute l'équipe de l'AFM, et en particulier Sandrine Segovia et Madame Archer pour tout le dynamisme qu'elles ont mis pour m'aider à faire cette étude et pour la mise en place de cette réunion. Donc, on va y aller pour ne pas perdre plus de temps.
comment est-ce que j'ai prévu les choses? Donc, il y a d'abord des petits rappels sur le Covid-19. Après, je vous présenterai les résultats de l'étude que nous avons menée au printemps sur les conséquences du Covid-19 chez les patients myasthéniques qui l'ont eu. Après, il y aura une séance de questions, réponses, et après, on passera plutôt à toutes les questions qu'il peut y avoir autour de la vaccination. Alors, quelques rappels sur le Covid-19. Le Covid-19, c'est le nom de la maladie. Et le virus qui est responsable du Covid-19, il s'appelle le SARS-CoV-2. Ça, c'est le gros mot médical pour ce virus. Alors, un virus, comment ça marche? Le virus du Covid, alors je vais essayer d'avoir le pointeur. Je ne sais pas si on y voit. Donc, le virus du Covid, ça se présente comme ça. Vous en avez vu plein à la télé. Je ne vais pas vous remontrer le virus. Hein. C'est comme une petite boule de gras à l'intérieur de laquelle il y a le code génétique du virus qui est de l'ARN. Sur la petite boule de gras, il y a plein de petites pics qui s'appellent la protéine spike. Et la protéine spike, elle est là pour permettre au virus de rentrer dans les cellules. C'est comme la clé qui va ouvrir la cellule pour le virus. Donc voilà le virus. Alors je vous ai fait quelque chose de simplifié hein, avec mes maigres capacités de dessin. Donc un virus, ça ressemble à ça. Avec donc la petite boule de gras, l'ARN au milieu. L'ARN, c'est donc le code génétique, tout ce qui va permettre au virus de produire toutes ces protéines. Et une des protéines, donc la protéine principale dont vous entendrez parler, la protéine spike, là, qui fait ces petites épines tout autour du virus. Alors le virus, quand il rentre dans les voies respiratoires, il va se fixer, il va rentrer dans les voies respiratoires, et cette protéine spike va se fixer sur un des récepteurs qui est présent sur la paroi de nos cellules du système respiratoire. Une fois qu'il va s'y fixer, ça va lui permettre de rentrer à l'intérieur de la cellule, et une fois qu'il va rentrer à l'intérieur de la cellule, il va s'ouvrir et il va libérer son code génétique, qui est donc l'ARN. Ce qui va se passer, c'est que cet ARN, il va être lu par toute la machinerie qu'on a dans toutes nos cellules, hein, et y compris donc dans les cellules du poumon, pour produire des nouvelles protéines du virus. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il va utiliser aussi la machinerie de la cellule et puis des protéines qu'il va produire pour multiplier son ARN. Donc, tout ce système va permettre au virus de produire toutes ces protéines en grande quantité et de produire son code génétique en grande quantité. Et tout ça, ça va se retrouver à l'intérieur de la cellule avec, vous voyez, plein de molécules d'ARN du virus, son code génétique, et puis toutes les protéines du virus qui vont être produites par la cellule. La cellule, à force de produire tout ça, elle va s'épuiser. C'est pour ça que certaines cellules vont disparaître et être détruites à cause du virus. À ce moment-là, quand il y a plein d'ARN et plein de protéines, les cellules vont créer de nouveau des petits virus, et ces petits virus vont être libérés de nouveau par la cellule, et ils vont pouvoir gagner les cellules d'à côté et donc aller contaminer toutes les autres cellules. Et ce qui se passe, c'est que tout ce système-là, ça va faire en sorte que les cellules vont être surexploitées par le virus et au bout d'un certain temps, elles vont être détruites. Donc voilà ce qui se passe quand le virus rentre dans votre organisme. Alors, le Covid-19, c'est donc le nom de la maladie, le SARS-CoV-2, le nom du virus. Quelle est la forme classique? Alors, je suis désolé pour la faute d'orthographe, là, que je viens de voir comme maintenant. Donc, les symptômes habituels, je ne vais pas y passer très longtemps, hein, parce que là, je crois que tout le monde a entendu parler de ce que c'est que le Covid-19. Hein. C'est une maladie virale, et donc, comme toutes les maladies virales, ça se présente un peu comme une grosse grippe, pour simplifier, avec donc de la fièvre, de la toux, qui est de la toux essentiellement sèche, une grande fatigue, des maux de tête, le nez qui est plein, de la douleur dans la gorge, de la toux, un essoufflement. Comme quand on a la grippe, on a des douleurs un peu partout, des douleurs articulaires ou des douleurs musculaires. On va avoir des frissons, puis on peut avoir des symptômes digestifs. Ça, c'est pour les formes les plus classiques. Donc, ce qui se passe, c'est que donc votre virus, il rentre à l'intérieur de vos poumons, et puis quand il rentre à l'intérieur de poumons, il va se multiplier comme je vous l'ai montré, et une fois qu'il va se multiplier, il va y avoir une réponse du système immunitaire. Donc, une première réponse qui va passer par les cellules qui sont infectées,
et puis aussi par le système immunitaire. Le système immunitaire et les cellules vont bien se coordonner, ils vont libérer les bonnes molécules qui vont permettre de produire les bons anticorps, qui vont permettre de détruire le virus. Donc, soit le patient n'a pas de symptômes, soit il a quelques symptômes. L'organisme a réagi de façon appropriée et en quelques jours, voire quelques semaines pour certains, le virus est complètement éradiqué et on n'a plus du tout de symptômes. Dans les formes sévères, c'est différent. En fait, il va y avoir une hyperactivité du système immunitaire. Le système immunitaire va tellement être pris de court par la quantité de virus, en particulier quand on est âgé, qu'il va réagir de façon totalement désordonnée, désorganisée. C'est comme si, pendant une bataille, il n'y avait pas de coordination entre l'artillerie qui va tirer au canon et les soldats qui courent. Donc, ça va faire que l'artillerie va tirer sur les soldats, sur le mauvais camp, ça va être complètement désorganisé. Et quand c'est complètement désorganisé, le virus, il est finalement pas si attaqué que ça, parce que lui, le système immunitaire va pas finalement l'attaquer tant que ça, et le système immunitaire va s'auto-activer et il va détruire les cellules de l'organisme. Et c'est ça qui va être responsable des formes sévères dont vous avez entendu parler de Covid-19. Alors, si on regarde que les poumons, un poumon sain, c'est comme ça. Hein, là, on regarde vraiment le bout du poumon, ce qu'on appelle les alvéoles. C'est l'endroit où il y a les vaisseaux qui sont contre l'air et où les échanges entre l'air que vous avez respiré et les vaisseaux se fait, que donc l'oxygène rentre dans les vaisseaux et le gaz carbonique rentre en sort. Donc, quand c'est sain, c'est comme ça, c'est joli, c'est tout beau. Il y a de l'air qui passe et les vaisseaux ils sont juste à côté de l'air et donc les échanges se font sans aucune difficulté. Quand on a une forme modérée de maladie, eh bien à ce moment-là on se met à tousser et on tousse éventuellement gras. Hein, c'est qu'il y a du mucus à l'intérieur de ces alvéoles et ça, ce mucus il est lié aux cellules pulmonaires qui sont détruites par le virus et par le système immunitaire. Du coup, vous comprenez que quand il y a ce mucus, les échanges entre l'air et les vaisseaux et le sang se font moins bien et que donc le gaz carbonique est moins bien éliminé et le gaz, l'oxygène, lui, rentre moins bien dans les vaisseaux. Et puis, dans les formes les plus graves du Covid, à ce moment-là, les alvéoles vont être complètement bouchées parce qu'il va y avoir tellement d'attaques du système immunitaire. Le système immunitaire il est complètement désorganisé. Il y a plein de cellules qui meurent. Hein, c'est vraiment la catastrophe. C'est la débandade. C'est Napoléon au niveau de la Bérésina. Hein, et donc à ce moment-là, il y a plein de soldats qui sont tués. Et tout ça, ça va remplir, malheureusement, ça fait un charnier. Hein, et ça va remplir les alvéoles de mucus, et vous comprenez bien sûr que quand les alvéoles sont remplies de mucus, et bien à ce moment-là, quand elles sont comme ça, et bien les échanges ils se font beaucoup moins bien que quand les alvéoles sont vides comme ça. Et alors donc, du coup, ça c'est pour juste vous montrer ce que ça donne chez un vrai patient. Là, je vous ai mis le scanner d'un patient qui a alors j'ai mis poumon sain, et en fait c'est un monsieur qui a une myasthénie, qui a un timome. Bon, on s'en fout, hein, l'idée c'est vraiment de regarder comment c'est les poumons sains, vous voyez, hein, c'est assez clair. Et puis, on voit les petits vaisseaux là, qui sont en blanc. Et quand vous avez un poumon qui est attaqué par un Covid, là, c'est une dame qui a une myasthénie et qui a eu un Covid très sévère qu'on a eu dans le service à l'automne. Et bien à ce moment-là, vous voyez que vraiment, les poumons, ils sont remplis d'un truc tout dégueulasse, là, qui est ce qu'on appelle la pneumopathie, la pathologie du poumon. Et vous voyez, vous comprenez bien que là, il y a plein d'air, les échanges se font sans aucune difficulté entre le sang et l'air, tandis que là, il y a vraiment plein de trucs qui empêchent l'oxygène de passer dans le sang, le gaz carbonique d'en sortir. Donc voilà ce qui se passe pour simplifier, hein, c'est une simplification très importante, quand on a une forme sévère de Covid avec ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire. Alors juste très rapidement, donc là je vous ai présenté qu'est-ce que c'est qu'un Covid, bon, vous saviez beaucoup. Je vais vous dire juste que la filière Filnemus, c'est la filière qui coordonne tous les centres de référence des maladies neuromusculaires en France, avait fait une étude au printemps. Sur le printemps, là, sur la première vague, on avait eu 99 patients qui avaient eu un Covid et des maladies neuromusculaires. Hein, vous voyez la répartition géographique avec bien sûr beaucoup de patients en Ile-de-France puisque pendant la première
la première vague, il y avait beaucoup de patients en Île-de-France, et on les avait classés en degré de sévérité avec patients qui étaient pris en charge à la maison. Donc, on avait dit ceux qui sont à la maison, ils sont pas sévères. Ceux qui sont en service de médecine, ils sont un peu plus sévères puisqu'ils sont hospitalisés, mais ils sont pas encore en réanimation. Et puis, vous voyez, les patients en réanimation. Vous voyez, grosso modo, pour simplifier, la moitié des patients étaient pris en charge à la maison. Donc, la moitié avait des formes légères, 25% des formes modérées et 21% des formes sévères avec une hospitalisation en réa. Et on avait eu 9 décès pendant cette première phase. Et juste pour information, on avait eu à l'époque 30 cas d'une maladie neurologique qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie qui est déclenchée par les infections. Donc 30 cas qui étaient déclenchés par le Covid. Cette étude, elle est encore en cours et maintenant, c'est mes collègues de Marseille qui s'en occupent. Et maintenant, il y a plus de 200 cas et les analyses sont en cours.